Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour le podcast On Azure Grave, votre rendez-vous hebdomadaire pour tous les passionnés et professionnels de l'écosystème Azure. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solution cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Ce nouvel épisode sera l'occasion de décrypter ensemble l'actualité Azure de la semaine 12 qui s'étale du 17 au 23 mars. Mais avant de débuter, place à notre petit jingle. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Alors, au menu de cet épisode, nous débuterons avec les articles de la semaine, nous continuerons avec les annonces en JA, après celles en preview, et nous terminerons par de petites décommissions. Petit rappel habituel, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différentes plateformes de Microsoft. Alors, comme vous le savez, on en parle à peu près toutes les semaines, l'IA est un peu la techno à la mode, on en entend parler partout, que cela soit au travail, dans les transports et même dans les médias. On pourrait en revanche se poser la question de comment sécuriser ces modèles. En effet, chaque semaine, de nouveaux modèles d'IA apparaissent, plus puissants les uns que les autres. Mais derrière cette innovation rapide se cache l'enjeu critique de la sécurité, comme toujours diront certains. Lorsqu'une entreprise décide d'utiliser un modèle d'IA, elle doit s'assurer qu'il ne présente pas de risque pour son système informatique ou ses données. Ben oui, imaginez que vous utilisiez un modèle d'IA pour générer du contenu ou analyser des documents. Si ce modèle contient une faille ou un logiciel malveillant, cela pourrait compromettre non seulement vos données, mais aussi les machines sur lesquelles il s'exécute. Ce n'est pas pour rien si Microsoft rappelle que les modèles d'IA sont finalement des logiciels comme les autres, hébergés dans des VM sur Azure. Ils ne peuvent pas, par magie évidemment, s'échapper ou pirater l'infrastructure. L'environnement Azure repose sur le principe de Zero Trust. Même si un logiciel tourne dans Azure, il est traité comme un potentiel dangereux jusqu'à preuve du contraire. Pour renforcer cette posture, Microsoft analyse les modèles avant leur mise à disposition. Plusieurs types de vérifications sont effectués. Une recherche de logiciels malveillants cachés dans le modèle, une analyse de failles de sécurité connues comme les CVE, une détection de portes dérobées qui pourrait permettre une prise de contrôle, ou encore une vérification de l'intégrité du modèle pour s'assurer qu'il n'a pas été modifié ou corrompu. Certains modèles d'ailleurs, très exposés comme DeepSeek R1, sont inspectés encore plus en profondeur avec des revues de code et des tests menés par des experts en sécurité. Même si toutes les menaces ne peuvent pas être détectées à 100%, ces mesures permettent de réduire considérablement les risques liés à l'utilisation de l'IA. Mais comme pour tout logiciel tierce, la prudence reste de mise. L'entreprise doit se poser les bonnes questions. Fait-elle confiance au fournisseur du modèle? Est-ce que ce modèle convient à son usage? Une fois le modèle choisi, il est possible d'utiliser les outils de sécurité Azure pour le surveiller, le protéger et s'assurer qu'il reste conforme aux exigences de votre entreprise. Alors soyez vigilant lorsque vous souhaitez tester un nouveau modèle et assurez-vous qu'il provienne d'une source fiable et qu'il soit surtout sans risque pour vous ou votre entreprise. Parlons maintenant de sécurité. Début décembre 2024, une vaste campagne de cyberattaque a ciblé près d'1 million d'appareils dans le monde via une technique appelée malvertising ou publicité malveillante en français. Cette méthode consiste à piéger des utilisateurs avec de fausses publicités, souvent présentes sur des sites de streaming illégaux. En cliquant sur ces publicités, les internautes étaient redirigés vers plusieurs sites intermédiaires avant d'atterrir sur GitHub, Dropbox ou Discord, où étaient hébergés les logiciels malveillants. Ces programmes malveillants étaient conçus pour s'installer progressivement sur les machines des utilisateurs en plusieurs étapes. Première étape, dépôt du malware principal servant de porte d'entrée. Deuxième étape, collecte d'informations système comme la mémoire, le système d'exploitation, la résolution d'écran et exfiltration vers une adresse distante. Troisième et quatrième étape, installation de logiciels plus intrusifs comme NetSupport RAT, un outil de contrôle à distance, et Luma Stealer, qui peuvent voler des identifiants, suivre la navigation ou encore récupérer les fichiers présents sur votre machine. Les hackers ont utilisé des fichiers outils connus comme PowerShell, MS Build ou AutoIT
pour passer inaperçu et contourner les antivirus. Par exemple, un fichier légitime comme regasm.exe présent dans Windows a été utilisé pour établir une communication avec un serveur distant pour voler des données ou même enregistrer les frappes du clavier. Autre point préoccupant, certains scripts exécutaient des commandes PowerShell masquées qui désactivaient la protection antivirus ou contournaient les règles de sécurité tout en établissant des connexions vers des plateformes comme Telegram, Pastebin ou des domaines contrôlés par les attaquants. Cette campagne visait aussi bien les utilisateurs grand public que les professionnels, sans distinction, et s'appuyait sur des outils du quotidien pour masquer ses intentions. Parmi les signes d'infection, on pouvait noter l'apparition de processus inhabituels, la création de raccourcis suspects dans le dossier de démarrage, l'exfiltration de fichiers depuis des dossiers comme documents OneDrive ou téléchargement, mais aussi l'ouverture à distance du navigateur pour espionnage. Alors bien sûr, pour limiter les risques, plusieurs bonnes pratiques sont recommandées. L'activation de l'authentification multifacteur, bloquer l'exécution de scripts plus ou moins obscurs, restreindre l'utilisation de certains outils systèmes détournables, utiliser des navigateurs équipés de protection contre des sites malveillants comme Microsoft Defender Smart Screen par exemple, ou encore activer les protections comportementales dans les solutions de sécurité même si un antivirus tiers est utilisé. Pour résumer, cette campagne démontre à quel point les attaques modernes sont modulaires, adaptatives et discrètes, utilisant des chemins détournés pour infecter les systèmes. Et surtout, cela souligne l'importance de rester vigilant même lorsqu'on navigue juste pour regarder un film. Un tout autre sujet désormais, en effet, il y a quelques jours, le gouvernement du Koweït et Microsoft ont signé un partenariat stratégique pour accélérer la transformation numérique du pays dans le cadre de sa vision 2035. Ce partenariat se traduit notamment par la création d'une nouvelle région Azure sur le sol koweïtien entièrement optimisée pour l'intelligence artificielle. L'objectif est d'améliorer l'accès aux services cloud tout en soutenant la croissance économique, la modernisation du secteur public et le développement d'un écosystème technologique local. Concrètement, cette nouvelle région Azure offrira aux entreprises, institutions et chercheurs une infrastructure locale performante pour héberger leurs applications, accéder à des capacités de calcul importantes ou encore créer des solutions basées sur l'IA. Cela pourrait par exemple permettre à une start-up locale de développer une IA médicale sans devoir héberger ses données à l'étranger ou à une université de collaborer avec des partenaires internationaux sur des projets d'innovation. Parmi les actions concrètes annoncées, on trouve un centre d'innovation en IA pour développer des solutions aux défis locaux, un centre d'excellence cloud pour accompagner les entreprises dans l'adoption du cloud, mais aussi l'utilisation du Microsoft 365 Copilot par les employés du gouvernement pour automatiser les tâches administratives, gagner du temps et améliorer la qualité des services publics. Une dimension importante de cet accord repose aussi sur la cybersécurité et la formation. Un programme baptisé Cybersphère visera à renforcer la sécurité numérique du pays, tandis qu'un plan de montée en compétences touchera l'ensemble des domaines liés à l'IA, au cloud et aux technologies émergentes. Cela prépare aussi la main-d'œuvre locale à faire face aux évolutions du marché du travail. Enfin, cet accord est vu comme un levier pour attirer les investisseurs étrangers et faire du Koweït un pôle technologique régional, notamment en soutenant les startups et l'entrepreneuriat. Alors je pense que le pays part de loin, mais en tout cas, il met toutes les chances de son côté pour atteindre ses objectifs. Eh bien écoutez, nous en avons terminé avec les articles de la semaine. Nous pouvons passer au sujet suivant, à savoir les annonces en JA. Débutons avec le service Azure Stream Analytics qui propose une intégration avec Schema Registry. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de récupérer les informations de schéma du registre de schéma Azure Event Hub et de désérialiser les données des centres Event Hub au format Avro. Bon, pour être honnête, cela ne me parle absolument pas. Alors j'espère que c'est un peu plus clair pour certains d'entre vous. Du côté des VM, la fonctionnalité hibernation que nous avons déjà évoquée à ce micro débarque pour les VM GPU. Pour rappel, cette fonctionnalité permet de suspendre vos charges de travail tout en préservant l'état de la mémoire. Sachez tout de même que pour le moment, seules les séries de VM GPU
V4 et NVADS A10 V5 sont prises en charge. Ça ne devrait pas tarder pour d'autres séries. Nous parlions à l'instant de GPU pour les VM, eh bien parlons maintenant de GPU en mode serverless qui font leur apparition sur Azure Container Apps. Ces GPU serverless vous permettent d'exécuter vos charges de travail d'IA à la demande grâce à une mise à l'échelle automatique, un démarrage à froid optimisé, une facturation à la seconde avec une mise à l'échelle nulle en cas de non-utilisation. Et ça, c'est quand même top. Avec cerise sur le gâteau, une charge opérationnelle réduite pour faciliter l'inférence de modèles personnalisés en temps réel, mais aussi d'autres tâches liées au GPU comme la création de notebooks Jupyter à la demande. Du côté de Azure Load Testing à présent, qui prend désormais en charge Locust. Alors, je ne connais absolument pas Locust, donc j'ai fouiné un petit peu, et il s'avère que c'est un framework open source basé sur Python pour les tests de performance. Du coup, vous pourrez utiliser vos scripts Locust existants directement dans Azure Load Testing. Le service Azure Chaos Studio se dote d'un nouveau rôle airbag, à savoir Chaos Studio Target Contributor. Grâce à lui, vous pourrez intégrer des cibles et gérer des fonctionnalités dans Chaos Studio. En revanche, vous ne pourrez pas créer, exécuter ni consulter les détails des expériences que vous aurez lancées dans le service. Azure Monitor évolue puisqu'il propose un nouveau service, à savoir Azure Monitor Managed Service for Prometheus for Azure Arc Enabled Kubernetes. Ça fait un sacré nom quand même. Alors, comme son nom d'ailleurs le laisse à penser, il vous permet de superviser vos clusters Kubernetes où qu'ils soient grâce à Azure Arc. Il offre une gestion complète de la collecte, du stockage, de l'évaluation des règles et de l'interrogation des données Prometheus. Parlons maintenant un peu stockage avec le service Azure NetApp Files. En effet, l'équipe produit annonce les applications volume group ou AVG pour les charges de travail Oracle. Ainsi, vous pouvez dès à présent déployer tous les volumes nécessaires à l'installation et à l'exploitation des bases de données Oracle, avec des performances optimales et conformément aux bonnes pratiques, en une seule étape et dans un workflow optimisé, ce qui vous fera finalement gagner un temps précieux lors de vos déploiements. Pour info, les AVG prennent en charge une large gamme de configurations de bases de données Oracle, allant de petites bases de données avec un seul volume aux bases de données de plusieurs centaines de téraoctets pour votre plus grand plaisir et surtout selon les besoins que vous avez. Et ce n'est pas tout puisque les AVG pour les charges de travail SAP HANA proposent une extension pour par exemple implémenter des déploiements zonaux pour tous les volumes HANA. Grâce à elle, vous n'aurez donc plus besoin d'utiliser PPG et de l'étape manuelle consistant à mapper AV7. Bref, une fois de plus, cela devrait vous simplifier la vie et vous faire gagner du temps. Et bien, c'est tout pour les annonces en JA. Je vous propose de passer à la seule annonce en preview qui concerne le service Azure API Center, qui propose dorénavant un portail développeur entièrement managé. Ce dernier centralise l'ensemble de la documentation et des ressources relatives aux API, permettant ainsi aux développeurs de trouver facilement les informations dont ils ont besoin. C'est un peu à l'image de ce qui existe sur Azure API Management. Il affiche notamment les détails et les définitions des API, et surtout, chose intéressante, c'est qu'il est intégré à Microsoft Entra ID pour la gestion de l'authentification et de l'autorisation. Alors avant de vous laisser tranquille, je vous garde encore quelques minutes pour évoquer les décommissions. Le 31 mars 2028, la mise en réseau KubeNet pour AKS sera retirée. Ainsi, pour éviter toute interruption de service, vous devrez basculer vers CNI Overlay. Le 30 avril 2026, la version 20 LTS de Node ne sera plus supportée côté App Service. Vous l'avez compris, il faudra envisager un upgrade vers une version plus récente. Et enfin, le 31 mars 2028, le service Azure Spring Apps sera retiré d'Azure. Microsoft vous propose Azure Container Apps ou AKS comme alternative. Eh bien voilà, j'en ai terminé avec cet épisode. J'espère que vous aurez appris certaines petites choses et qu'il vous aura plu. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite.